vois où, mettons, là, plus tard? Un jour, je m'en vais en appartement. Et pour être libre, tranquille. Mais parce que c'est le fun d'être dans sa propre maison, d'être dans ses propres, dans ses propres affaires. À la maison, chez moi, je dresse mon lit tout seul. Je suis grande personne, je dresse mon lit. Ben, en fait, moi, je suis déjà dans un projet pour vivre en appartement. Donc, c'est déjà en démarche, puis on est 7 personnes. Puis récemment, j'ai été choisie pour vivre en appartement. Dans le but de soutenir vos réflexions quant à la préparation de l'avenir de vos proches, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle produit des capsules d'information visant à vous présenter les différents scénarios envisageables quant à l'habitation de votre proche. Des scénarios qui nécessitent beaucoup de réflexion, surtout en termes de type d'habitation, d'encadrement nécessaire, de coûts et bien plus encore. L'un des scénarios à envisager est celui de demeurer dans la maison familiale. Maison familiale, celle des parents, de la fratrie, d'un autre proche. Bref, un scénario qui amène son lot de questionnements et de réflexions quant aux ajustements et aux adaptations à prévoir. Nous vous présentons un modèle, celui de la famille Blain, qui a décidé d'orienter l'avenir de leur fille Lynn en fonction de leur réalité. Pour moi, ma sœur a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours eu l'intention de prendre la relève de mes parents. C'est pour ça que quand mon mari a pris sa retraite, il y a déjà 6 ans, j'ai demandé à mes parents si ça les intéressait que je vienne habiter dans le duplex, de prendre le logement au-dessus d'eux autres pour prendre la relève un petit peu tranquillement de Lynn, mais sans leur enlever Lynn, à continuer à vivre avec eux autres. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai commencé tranquillement à m'impliquer sur certaines petites choses. Puis j'ai continué à toujours avoir l'idée de prendre la relève quand mes parents ne seraient plus là. Et l'an passé, avec mûre réflexion, on a décidé d'aller plus loin et de faire les papiers légaux pour que je puisse devenir tutrice de Lynn. Fait que comme ça, quand les deux seront disparus, j'aurai tous les papiers légaux me donnant la charge de Lynn. Pour moi, Lynn fait partie de ma vie et ça a été pour moi une fierté d'avoir une sœur. Puis son handicap ne m'a jamais empêché de rien. J'ai toujours été là pour elle. Puis comme souvent, elle est là pour moi, pour m'apporter des petites joies. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours voulu qu'elle fasse partie de ma vie. L'implication des familles peut varier et prendre différentes formes selon qu'on soit dans un modèle de vie partagée ou de présence plus ponctuelle. L'important, c'est de bien planifier les différentes étapes de la prise en charge de votre proche, mais surtout de bien préciser les besoins, les attentes et les rôles de chacun. Une autre alternative envisageable est l'appartement individuel, qu'il soit autonome ou supervisé, dans un immeuble locatif ou dans une habitation à loyer modique, un HLM. Pour vous en donner un meilleur aperçu, faisons un saut dans un appartement supervisé où 2 jeunes femmes se sont rencontrées, Brigitte Lessard et Marie-Ève Lachance. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Oui. Ça fait combien de temps que tu habites ici? 13 ans. 13 ans. Puis c'est quoi le type de logement? C'est des HLM. Okay. Ça appartient à la ville. Donc c'est subventionné, c'est oui. ça? Mais justement, combien de temps que ça t'a pris, toi? Moi, ça m'a pris, je dirais, un 10 ans sur une liste d'attente. OK. C'est sûr que c'est plus long. Ça t'a pris 10 ans parce que c'est un HLM, c'est oui. ça? C'est sûr qu'au début, moi, j'étais stressante. T'étais stressante ou stressée? Ben, stressante. Mais c'était plus au début, j'avais de la misère à accepter. Okay. Mais après ça,
ça va bien. Quand tu es rentré, c'est sûr que c'est difficile, mais par la suite, tranquillement, ça va se passer, tu sais. C'est le temps de s'adapter. Oui. OK. Comment ça fonctionne avec ton budget? Puis, Quand que j'arrive, ou des fois plus tard, dans la soirée, je descends dans le bureau, je m'en vais avec mon éducatrice, j'assiste au budget, c'est moi qui fais mes repas, c'est moi qui fais tout seul. OK. Puis après ça, je suis libre pour la soirée. Puis ton éducatrice, elle reste en bas? Il y a toujours quelqu'un en bas? Oui, mais OK. elle, par la suite, elle s'en va. OK. Elle finit à 9h, puis elle s'en va. Ça, c'est Mon tableau de tâches. ton Ouais. tableau de tâches. Ouais. Mercredi, je fais la vaisselle, ma chambre, puis ma salle de bain. OK. Puis le jeudi, je fais encore la vaisselle, puis l'épicerie, le budget, OK. le micro-ondes. Le vendredi. OK. Moi, je trouve ça bien. Puis, c'est sûr que ça m'excite un peu. Puis, j'ai aussi des craintes, un peu comme Brigitte, elle avait. Donc, mais là, on en parle beaucoup. Il y a des réunions pour ça, mais c'est ça va venir d'ici 1 an et demi, je pense. Il est primordial de préciser que Brigitte bénéficie d'un soutien énorme de la part de son entourage. Appuyée par sa famille, son éducatrice, sa travailleuse sociale et divers intervenants du milieu communautaire, Brigitte réussit à mener une vie autonome dans un milieu qui lui convient. Un appui inestimable dont rêvent Marie-Ève et ses proches. Partout au Québec, il existe des établissements du réseau de la santé appelés les Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, les CRDI-TED. La mission des CRDI-TED est d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale. Le mandat des CRDI-TED, de recevoir sur référence des personnes qui présentent une déficience intellectuelle et de s'assurer que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts, soit à l'intérieur de leur installation ou dans leur milieu de vie, à l'école, au travail ou à domicile, et si nécessaire, s'assurer qu'elles soient redirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes plus aptes à leur venir en aide. En fait, au niveau de l'hébergement, il y a plusieurs possibilités. En fait, de milieux substituts à la famille. On va parler de ressources intermédiaires de type maison d'accueil ou ressources de type familial. C'est un modèle qui est semblable. En fait, c'est que les personnes, la clientèle, réside dans la maison de la personne qui est responsable, de la personne contractuelle. Ce sont de petites ressources de 4 à 6 personnes. L'éducateur du CRDI est responsable dans ces ressources-là, quand même, du plan d'intervention et de faire le suivi de la personne. Et l'équipe multi peut aussi être impliquée là, dans ce modèle de ressources-là. Il y a aussi, au niveau contractuel, ça peut être une appartement. Ça peut être un appartement qui est au sous-sol de la maison ou au 2e étage de la maison du responsable. Et à ce moment-là, on demande au responsable de faire une supervision quotidienne en fonction des besoins de chacune des personnes. On a aussi les modèles appartements. Il y a différents modèles d'appartements. Il y a des appartements regroupés, il y a des appartements autonomes, il y a ce qu'on appelle les îlots d'appartements, où on retrouve plusieurs appartements dans un même édifice et où il va y avoir un intervenant en place, toujours pour répondre aux besoins des usagers. Si l'usager arrive de travailler, qui est anxieux, bien, il y a quelqu'un qui est sur place qui peut répondre à son besoin ou en tout cas l'aider à diminuer l'anxiété. Pour nous, accueillir les usagers, c'est un plaisir parce que ça nous enrichit aussi, parce que les usagers, on les donne pas seulement, mais les autres, ils nous donnent aussi. C'est comme un échange. Et puis, ça nous fait plaisir aussi quand les usagers évoluent et puis les parents aussi prennent un répit. Parce que souvent, les usagers, quand ils restent dans leur famille naturelle, bon, c'est sûr, ça fait plaisir aux parents, mais
les parents, souvent, à un certain moment donné, ils peuvent même avoir des problèmes de santé parce que c'est dur pour eux. Mais nous, quand on reçoit les usagers ici, et puis on voit les parents aussi, leur santé améliore, et puis fait que ça nous fait plaisir aussi. Une autre alternative intéressante, celle des habitations communautaires qui, elles, laissent une toute autre place à l'implication des proches. Bâtir son quartier, c'est une entreprise d'économie sociale qui, depuis plus de 30 ans, développe des projets d'habitation communautaire un peu partout sur le territoire montréalais. On le fait de deux façons, soit sous forme de coopérative d'habitation ou sous forme d'organismes sans but lucratif. Notre rôle, c'est l'accompagnement, la coordination, le support technique, l'administration des projets d'habitation. Dans le fond, à partir d'un besoin exprimé, que ce soit d'un individu ou d'un groupe, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que de ce besoin exprimé-là, on va franchir toutes les étapes ensemble pour arriver à occuper un logement, permettre aux gens d'être dans leur milieu de vie. Un milieu de vie qui, évidemment, dans l'habitation communautaire, ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient en contrôle. La coopérative d'habitation, c'est un regroupement, une association de gens qui désirent trouver une solution à leurs problèmes de logement, mais qui décident de le faire aussi sous une forme participative. Chaque membre dans une coopérative doit faire des tâches, participer. Évidemment, les tâches sont à la capacité de chacun, mais quand même, on doit tout de même être participatif dans la vie collective. Tandis que dans un organisme sans but lucratif, ce sont des organismes du quartier, avec des représentants des locataires, qui gèrent le projet immobilier. Ça ne veut pas dire que comme locataire, tu n'as rien à faire, mais si tu es moins en mesure de participer à la gestion immobilière, tu ne le fais pas comme dans une coopérative d'habitation. Donc, tu peux plus te concentrer sur ce qui te préoccupe ou ce qui est nécessaire pour développer ton autonomie dans ton logement. Peu importe le type d'hébergement privilégié, avec l'âge et la perte d'autonomie fonctionnelle qui peuvent en découler, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle peuvent nécessiter une prise en charge médicale plus soutenue. Dans ces cas, il existe des centres d'hébergement et de soins de longue durée, communément appelés des CHSLD, qui offrent des soins permanents aux personnes âgées dans le besoin. Au Québec, il existe des CHSLD publics, semi-privés et privés. De même, il est aussi possible d'envisager de trouver un hébergement privé où d'autres services sont offerts. En somme, peu importe votre choix, que vous penchiez pour une résidence intermédiaire, un logement individuel ou une résidence de type communautaire, l'essentiel, c'est vraiment de rester à l'affût de toute l'information qui existe sur les différents scénarios envisageables pour vous.